Hello, friend. Hello, friend. That's lame. Bonjour. Aujourd'hui, épisode spécial, on va parler d'une sortie. On va parler de Mr. Robot, qui est une série sur la sécurité, qui parle de sécurité informatique. De quoi on va parler? On va essayer de voir du coup l'épisode 1 de la saison 1, donc essayer quand même de l'avoir vu pour pas vous faire spoiler l'épisode 1. Pourquoi on fait ça? Parce que du coup c'est la sortie de la saison 2. Ce 14 juillet et pour correr avec ça on va essayer de faire voir un peu tous les penchants sécurité qu'on peut voir dans cet épisode. Générique. Bon déjà c'est quoi Mr. Robot? Mr. Robot c'est une série diffusée sur USA Today. C'est pas ça. USA Today. C'est pas ça. Diffusée sur USA Network à partir de juin 2015. Donc là aujourd'hui la deuxième saison est lancée, on a les deux premiers épisodes et là on va parler de la saison 1. Dans la saison 1 on a Elliot qui est un consultant en sécurité informatique dans la société AllSafe qui du coup est un prestataire de services pour sécuriser un peu les entreprises. Elliot il fait du coup ce travail là la journée et la nuit il va hacker les personnes qu'il va juger un peu mauvaises comme des pédophiles, le nouveau mec de sa psy qu'il trouve pas super cool, et ce genre de choses. Il est recruté par une personne qui s'appelle Mr. Robot au service de F-Society, qui est un groupuscule de cybercriminels, pour essayer un peu d'entamer une révolution. Et c'est là-dessus qu'on va voir un peu tous les détails de cette série, donc notamment aujourd'hui l'épisode 1, et voir un peu de tout ce dont elle va parler au niveau sécurité et des choses qu'on peut en retenir. What am I looking at? Is this a log file? This was a Rudy attack. This is awesome. Alors déjà ça commence très fort et on commence à nous parler de Rudy Attack. Qu'est-ce que c'est Rudy Attack? C'était Are You Dead Yet? C'était une attaque de délit de service. Donc le délit de service on va beaucoup en parler dans cet épisode parce que c'est un peu le point central. Le délit de service ça va être rendre indisponible une machine. La particularité de Rudy Attack c'était justement d'avoir une attaque sur la couche au niveau applicatif. Donc pas comme on peut avoir généralement sur les couches réseau, on va juste bourriner sur le câble réseau, essayer d'ouvrir plein de sessions au niveau réseau. Là c'est vraiment on va essayer d'ouvrir plein de fenêtres au niveau HTTP sur un serveur web pour essayer du coup de le rendre indisponible. I didn't exactly come to Krista. I was forced here, but I do like her. Hacking her was simple. Her password, Dylan2791. Favorite artist in the year in which she was born backwards. Though she's a psychologist, she's really bad at reading people, but I'm good at reading people. Ensuite, on va retrouver Elliot chez sa psy. Il va du coup nous apprendre qu'il a hacké son compte, notamment en découvrant son mot de passe qui était Dylan2791. Du coup, un mot de passe assez simple à voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1 du Point Sécu pour apprendre un peu plus sur les mots de passe. Donc, petite piqûre de rappel sur les mots de passe. Ensuite, on va découvrir Michael Hansen, qui est le nouveau petit copain de la psy d'Elliot. Elliot va du coup essayer de le prendre en filature pour essayer de voir où il habite. Une petite technique qui, à mon avis, ne marche pas super bien, surtout à Paris. C'est en gros, il le voit monter dans un taxi avec le numéro du taxi. Il va appeler la compagnie de taxi et demander et lui dire juste qu'il a oublié ses clés dans le taxi. Et là, la compagnie du coup lui dit où est-ce que le taxi va aller ensuite pour qu'il puisse le retrouver. Je suis vraiment pas sûr que ça marche parce que maintenant la compagnie de taxi va surtout en fait donner le numéro de téléphone du taxi et vous allez l'appeler pour récupérer vos clés. Donc ça c'est un truc un peu pas très cohérent. Et donc une fois qu'il a réussi à trouver son adresse, il va essayer de le rencontrer en bas de chez lui, là où à ce moment-là il promène son chien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui demander s'il peut utiliser son numéro de téléphone pour appeler sa mère. Il va pas appeler sa mère, il va appeler son propre numéro de téléphone, tout ça afin d'avoir le numéro de téléphone de ce fameux Michael Hansen. On va revenir là sur Michael Hansen après, vers la fin de l'épisode. Avant, on va voir toute une grosse partie sur le DDoS de E-Corp. E-Corp qui est l'Evil Corp, comme l'appelle Elliot, une entreprise qui est protégée techniquement par AllSafe.
Et donc du coup, ça va être son boulot d'essayer de contrer cette attaque. Qu'est-ce que ça va être le DDoS ? Le DDoS, ça va être tout simplement essayer de rendre indisponible un service d'une entreprise. Par exemple, on va essayer d'envoyer plein de requêtes sur une machine pour qu'elle ne puisse plus répondre aux demandes légitimes. Là en plus c'est du DDoS, donc du Distributed Denial of Services. Ça veut dire que le but ça va pas être une seule personne qui va envoyer plein de requêtes, c'est une multitude de personnes qui vont envoyer plein de requêtes pour essayer de faire un déni de service sur ce qu'on pense être les serveurs web d'Evil Corp. Elliot est prévenu du coup de cette attaque, il arrive donc tard la nuit en astreinte dans son entreprise chez AllSafe et donc il y a sa pote qui lui dit attention, ça fait déjà 1 heure que le site est tombé, ce qui a coûté environ 13 millions de dollars à la société E-Corp. Ce qui paraît beaucoup au final, mais c'est pas tellement si éloigné de la réalité. Pour des très grosses entreprises, 1 heure d'indisponibilité sur un site web par exemple marchand, ça peut coûter énormément d'argent à une entreprise. C'est pour ça que le déni de service est vraiment quelque chose de assez contraignant pour les entreprises. Donc ensuite Elliot va essayer de contrer l'attaque. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a déjà demandé à Lloyd, qui est du coup un autre employé de AllSafe, savoir qu'est-ce qu'il a déjà fait. Là il va partir sur des choses un peu bizarres, est-ce qu'il a reconfiguré le DNS. Donc le DNS c'est le serveur de nom. Quand vous tapez par exemple www.google.com, vous allez, cette adresse va être transformée en adresse IP. Donc l'adresse en lettres, google.com transformée en adresse IP. C'est ça qui va vous permettre de rediriger votre flux en fonction. Ça peut être assez intéressant de reconfigurer un DNS pendant une attaque de déni de service. Ça permet surtout notamment de rediriger tout le trafic vers un autre endroit. Ensuite il demande s'il a stoppé les services. On ne sait pas exactement de quel service il parle, à mon avis c'est sûrement un service HTTP, donc le service qui va permettre de délivrer les pages web quand on va faire une requête dessus. Donc là je sais pas trop pourquoi il fait ça, parce que du coup c'est un peu bête dans le sens où si on subit du déni de service et qu'on veut couper et qu'on coupe du coup le site web, dans tous les cas en fait les attaquants ont gagné parce que le site web est indisponible dans tous les cas. Donc c'est pas la solution, mais ça peut être une solution pour justement on arrête le site, on coupe le site web, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe, d'où les attaques viennent, et essayer un peu comme ça d'essayer de mieux cibler qui nous attaque. Ensuite, après avoir fait un petit diagnostic auprès de Lloyd, il va essayer de faire un diagnostic lui-même auprès des différents serveurs qu'ils ont de la charge. Là ça commence à être un peu brouillon parce que déjà il fait des commandes qui n'existent pas, genre status, c'est pas une commande qui existe, donc peut-être que c'est une commande qu'il a, un binaire qu'il a codé lui-même, ou alors un alias qui va lui permettre d'aller plus vite. En tout cas ça n'existe pas. L'autre chose, il essaye du coup de répertorier tous les serveurs qui sont à sa charge, et là on voit que déjà tous les serveurs sont des adresses publiques, donc c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup en public, ce qui est assez bizarre, et ensuite les IP ne sont pas correctes, c'est à dire que une IP c'est 4 octets séparés par des points, donc par exemple 192.168.0.1, et un octet ça va de 0 à 255, donc ça ne peut pas aller au-delà. Le problème, c'est que là, on a plusieurs adresses IP qui sont complètement aberrantes, avec des 355 ou des choses comme ça. Donc là, c'est une des premières grosses fautes sur l'épisode, je trouve. Pourquoi ne pas avoir mis des vraies adresses IP, ou en tout cas des adresses IP cohérentes, même si, par exemple, pour les numéros de téléphone, on a dans les séries américaines des 555-etc. pour les numéros de téléphone qui donc, sont des plages réservées pour le cinéma. On n'a pas ça pour les adresses IP, mais ils auraient pu quand même essayer de faire quelque chose. Donc il va aller vérifier quelques serveurs comme ça ensuite, donc notamment la machine qui porte le doux nom de WUSL 1234578W1, qui doit être un serveur, aucune idée, parce que le nom est absolument pas cohérent, enfin j'arrive pas à trouver à quoi ça peut correspondre le nom, donc soit ils ont mis un chiffre, un truc totalement au hasard. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite il va vérifier si les ports sont ouverts, quel port est ouvert sur le serveur. Bizarrement il n'y a pas les ports traditionnels HTTP qui sont ouverts, il y a juste les ports entre 3457 et 6555, ce qui est assez bizarre.
et les processus qui tournent sur la machine, il va les vérifier, donc XOR, terminal, init, des choses un peu classiques, mais surtout quelque chose assez bizarre qui s'appelle WebSRV1FF1, qui doit être sûrement le processus qui fait tourner le serveur web, pas quelque chose de classique en tout cas, on n'est pas sur des serveurs web classiques comme Apache, comme Nginx, on est sur un truc un peu homemade. Ensuite, on a enfin une des premières paroles sensées lors de cette attaque, c'est directement de rediriger tout le trafic qu'ils reçoivent vers leur provider de mitigation de DDoS, on dit ça en français, c'est assez affreux, notamment Prolexic, qui est une vraie boîte qui fait de la mitigation de DDoS, et le but ça va être de rediriger en fait tout le trafic qu'on voit pour essayer de le nettoyer, essayer de supprimer les IP qui sont un peu qui pourraient être compromises, d'essayer de vraiment nettoyer le flux pour qu'il soit le plus clean possible. Donc ça c'est quand même une bonne idée, et je pense que c'est une bonne chose pour laquelle ils font ça. Ensuite on a Elliot qui est une très bonne idée, qui se dit que le DDoS c'est pas la seule attaque qu'ils sont en train de subir, ce qui est pas super bête en final, c'est ce qui arrive souvent. Un attaquant va faire un déni de service sur une entreprise, toute la force de réponse à un incident va se concentrer sur le déni de service. Pendant ce temps-là, un peu comme un leurre ou une diversion, et pendant cela les autres cyberattaquants vont essayer d'attaquer par une porte dérobée le système d'information de l'entreprise en question pour essayer surtout de voler des données. Ça s'est souvent vu sur des grandes attaques récemment. Alors ensuite on parle de rootkit. Qu'est-ce qu'un rootkit? It's like a crazy serial rapist with a very big dick. Jesus, Lloyd. C'est ça, ouais, mais enfin c'est assez bizarrement dit. En fait ça va être un logiciel dont le malveillant, dont le but ça va être de se cacher, essayer de faire en sorte que les administrateurs système, les personnes qui utilisent légalement la machine, ne voient pas qu'elle a été prise par un cyberattaquant. Ça peut être il y a différentes vraiment techniques de camouflage, mais le but c'est vraiment ça, c'est se cacher pour maintenir un accès frauduleux au système. Tout en faisant croire que tout va bien dans le meilleur des mondes sur la machine. Donc là c'est vraiment intéressant parce que dans le sens où les F-Society, du coup le groupe de hackers, a attaqué eCorp avec un DDoS pour en plus balancer un malware sur leur serveur, et une fois qu'ils vont du coup se défendre contre ce déni de service, ils vont en rebootant les machines activer le malware et du coup propager un peu le malware sur tout leur serveur. By defending ourselves, we ended up spreading the virus everywhere. Donc ensuite, ni une ni deux, faut aller réparer les serveurs directement sur place. Donc on va prendre le jet pour aller dans le data center, pourquoi pas. Et là après c'est le bordel. Il utilise des commandes qui n'existent pas du tout, genre atsu ou atsu, chose comme ça. Donc il utilise cette commande atsu qui n'existe pas, ou alors il l'a codé lui-même, un binaire qu'il a codé lui-même, ou alors c'est un alias, mais bon, enfin, c'est vraiment assez bizarre. Pour essayer du coup de modifier l'adresse IP de la machine pour pas qu'elle puisse rebooter, etc. C'est extrêmement romancé, il y a des boutons qui clignotent partout. Là j'étais un peu perdu, j'ai pas trop compris ce qui se passait, et techniquement il n'y a pas grand chose qui est cohérent, ce qui est assez bizarre. Mais après ça va mieux dans le reste de la série quand même. Là c'est vraiment un petit bémol sur ce déni de service parce que faut en jeter plein la vue, à mon avis c'est parce que c'est le pilote. Faut en jeter plein la vue, ça pète. Il a réussi à mitiger l'attaque, donc à faire redémarrer tous les serveurs, tout se passe bien. Et du coup qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va essayer de faire du forensics sur la machine qui a été infectée. Ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. C'est ce qu'on fait après normalement une attaque dans une entreprise, c'est qu'on va essayer de prendre la machine et du coup voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme attaque, par quel biais elle a été infectée, quels sont les dégâts réels qui ont été causés à la machine, quels sont les dégâts réels qui ont été causés aux données sur la machine. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du forensic. Et là il trouve un fichier qui s'appelle fsociety00.dat, qui va être très important pour la suite de la série notamment. Ensuite ils vont faire une réunion de débrief avec le FBI, rien que ça.
Et ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, super important. Après chaque attaque informatique sur l'entreprise, il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé, savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut améliorer la sécurité, comment est-ce qu'on peut du coup finir un peu, clore cet incident. L'incident est clos, maintenant on voit ce qui s'est passé et on essaie d'améliorer le tout. On revient maintenant à notre Michael Hansen, une fois que l'attaque T2 s'est passée. Et là il va faire une attaque par social engineering parce qu'il connaît pas le mec, il connaît pas son compte, etc. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se faire passer pour le département de fraude de sa banque et lui poser des questions. Déjà il essaie de le mettre en confiance en lui disant vous habitez bien à telle adresse. Il récupère au passage le numéro de l'appartement, ce qui est assez malin, et ensuite il va poser des questions un peu type questions secrètes. Quelle est votre équipe de baseball préférée? Quel est votre chien? Quel est le nom de votre chien? Quelque chose qui peut être très utile pour récupérer un mot de passe. Mais là il ne va pas utiliser ça comme question secrète pour essayer de récupérer un mot de passe. Il va essayer de prendre ces informations pour générer plein de mots de passe différents à partir de ces informations. Des choses qui sont faites, c'est pour ça notamment qu'il ne faut jamais mettre d'informations personnelles dans vos mots de passe, parce qu'une fois qu'on le sait, on peut tenter plein de dérivations sur ces mots pour essayer d'avoir le mot de passe qui est correct. Et c'est tout pour cet épisode. On a vu un peu pas mal de choses, notamment le DDoS, donc les services distribués, comment est-ce que c'est géré en entreprise. Là pour le coup c'était très spectaculaire même, et c'est pas très cohérent, mais il y a des choses qui tiennent. Essayer de rediriger le trafic, essayer de couper un peu des services, les services non critiques, essayer ensuite de faire du forensic sur l'attaque, voir ce qui s'est passé et surtout prendre en compte ce qui s'est passé et essayer d'améliorer la sécurité autour. Il y a aussi deux ou trois techniques de social engineering qui sont assez sympas. Une qui marche pas du tout avec le taxi, mais tout ce qui est faux appel pour essayer d'avoir des informations personnelles, c'est très intéressant. Donc je vais vous laisser pour cet épisode là, on se retrouve pour le prochain épisode, normalement sur l'épisode 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'en ai profité là parce que Mr Robot sort de faire un peu dans la même journée l'écriture, le tournage, la montage, la post-prod, la publication, je sais pas comment ça va faire. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu, dites-moi si ça vous a plu surtout. Dans les commentaires, je vais essayer d'en faire plusieurs, essayer de du coup se baser sur cette série pour voir des cas concrets d'attaque. Donc là c'était un peu le rush, un peu le bordel, j'essaie de faire un truc un peu plus peut-être carré, un peu plus travaillé. En tout cas voilà, portez-vous bien. J'ai l'épisode sur les malwares qui va bientôt sortir parce que j'ai eu plein de problèmes de déménagement, etc. Donc c'était un peu le foutoir. Normalement ça devrait aller mieux à la mi-août et du coup on se retrouve mi-août minimum. Ciao.